merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Je précise que je suis ni le cousin, ni le frère, ni le père, ni le fils de Joël, comme ça. Tout le monde est au courant. Donc l'agence AgriLife s'appelle de son nom développé Agriculture et Alimentation Durable, Forêt et Ressources Naturelles Associées. C'est une des 6 agences créées par le gouvernement il y a 1 an à peu près. Les 6 agences qui viennent compléter l'agence qui préexistait, qui était l'agence dévolue au spatial. Ici, je n'ai parlé que de l'agence Agriculture et Alimentation Durable, Forêt et Ressources Naturelles Associées. Je dis juste qu'on a des interactions fortes avec 2 autres agences, celle qui est pilotée par le CNRS, qui est sur le climat, la biodiversité et les sociétés durables, et celle que Franck présentera après, sur la santé. Donc je passe sur un certain nombre de diapositives qui me permettraient éventuellement juste de répondre à des questions, mais comme on n'a déjà plus qu'un quart d'heure pour 2 au lieu d'une demi-heure pour 2, je vais aller vite sur ces diapositives. Donc les missions des agences, je le dis comme ça évitera à Franck de redire la même chose, c'est centré sur la programmation de la recherche. Donc l'essentiel de notre activité, c'est en amont de ce qui se passe dans les PEPR, c'est comment mettre en place de nouveaux programmes de recherche, on les appelle PEPR, programmes prioritaires, peu importe, pour les années qui viennent. Donc il s'agit de mieux faire travailler ensemble l'ensemble des opérateurs qui ont maille à partir avec le périmètre de chacune des agences. C'est finalement une sorte d'aveu d'échec de la façon dont les PEPR ont pu se construire, même si les PEPR sont une grande réussite, bien sûr. Au départ, la mise en place des PEPR a pu être un peu balbutiante, tâtonnante, vous prenez le terme que vous voulez. Et donc ce que l'État a voulu, c'est mettre en place ces agences, non pas pour se substituer aux opérateurs de recherche, mais pour permettre à ces opérateurs de recherche de mieux travailler ensemble en amont des programmes, donc sur la programmation. Sur la programmation, en ce qui concerne l'agence AgriLife, nous avons réalisé au cours de l'année écoulée 3 types d'actions. Premier type d'action, c'est la réponse à la commande de l'État. L'État avait demandé à chacune des agences, à début 2024, de faire des propositions de nouveaux programmes de recherche qualifiés de innovants et ambitieux. On devait remonter, chacun d'entre nous, 1 à 3 propositions de nouveaux programmes de recherche. À AgriLife, on a un peu fait du bourrage dur, on en a fait remonter 4, mais on n'a pas eu plus de succès pour autant. Donc il y en a 2 qui ont été retenus. Un sur l'élevage, donc élevage durable, et un sur la biodiversité des sols qui s'appelle le sol vivant. Au-delà de ça, deuxième type de réalisation au cours de l'année 2024, nous avons mis en place, je parle essentiellement de celui-là dans l'item 2 qu'il y a là, un chantier de programmation sur l'alimentation. Et c'est de ça dont je vais parler après, puisque c'est plutôt ça qui concerne le PEPR-SAMS, qui est en articulation avec le PEPR-SAMS. Donc ça, c'est le 2e niveau. Et le 3e niveau, si on prend au sérieux ce que sont les agences de programme, cela nécessite que les différents opérateurs de recherche se donnent un cadre partagé pour faire de la programmation. Et un cadre partagé, c'est une compréhension commune des enjeux, c'est un certain nombre d'outils communs pour pouvoir correctement travailler entre opérateurs. Je précise que opérateurs, ça veut dire tous ceux qui font de la recherche, les organismes nationaux de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les agences, bref, tous ceux qui, à un moment ou un autre, ont une mission de recherche au titre du... comme le dit le Code de la recherche. Donc ça, c'est le 3e niveau, cette élaboration d'un cadre commun entre l'ensemble des opérateurs de recherche. Je vais parler maintenant essentiellement du chantier sur l'alimentation. Donc il ne s'agit pas de produire un nouveau PEPR. Il s'agit de produire une sorte de livre blanc de la recherche sur l'alimentation pour les 5 à 10 années qui viennent. Donc c'est plus large qu'un programme de recherche, c'est, on pourrait dire, un ensemble cohérent de programmes de recherche, et ça emporte une réflexion évidemment sur les questions scientifiques, mais aussi sur les infrastructures nécessaires, sur les compétences qu'il faut acquérir, développer, sur les collaborations nationales bien sûr, mais aussi internationales qu'il faudrait mettre en place. Donc c'est quelque chose qui doit permettre à l'ensemble des opérateurs qui sont sur le domaine de l'alimentation au sens large de réfléchir de manière collective, de manière à pouvoir présenter au pouvoir public, à l'État, un ensemble cohérent de recherche pour le futur. Ça ne veut pas dire qu'on a l'argent pour financer ces recherches, ça veut dire qu'on se met dans une situation collective
permettant à l'État d'avoir un ensemble de programmes de recherche face auxquels ensuite l'État pourra mettre ses priorités. Donc on est dans le niveau stratégie de recherche, je le précise pour pas qu'il y ait d'ambiguïté entre stratégie de recherche, programme de recherche et projet de recherche ou opération de recherche particulière. On se situe bien au niveau global. Donc le processus qu'on a mis en place est relativement classique par rapport aux différents opérateurs qui ont l'habitude de faire de la prospective scientifique. On a un comité de pilotage qui est très élargi, avec des partenaires de l'agence et également un certain nombre de partenaires qui sont hors agence, mais qui étaient intéressés pour travailler à ce chantier. On a un périmètre que je vais préciser rapidement. On a mis en place des groupes de travail qui permettent de paver l'ensemble des problématiques relatives à l'alimentation. Je passe sur la composition du comité de pilotage. Je disais l'alimentation au sens large. Vous voyez le périmètre qui a été discuté au sein du comité de pilotage. Donc ça va de la production jusqu'à la consommation, en passant évidemment par les aspects de transformation, de stockage, de distribution. Ça intègre en haut de la diapositive un certain nombre de forces motrices jugées essentielles. Et en termes de sortie, vous avez ce qui figure en rouge, donc bien sûr les aspects de santé, mais aussi des dimensions qui peuvent être des dimensions hédoniques, et tous les impacts qu'il peut y avoir sur l'environnement, en particulier l'environnement social, économique et physique. Donc ce périmètre étant très large, on travaille en ayant mis en place un certain nombre de groupes qui reprennent les segments de la production, du transport, de la consommation, plus un groupe sur les relations alimentation-santé, plus un groupe sur l'ensemble du système alimentaire. On a un process classique, on a travaillé d'abord au niveau du comité de pilotage, en ouvrant le comité de pilotage à un certain nombre d'acteurs non académiques. Le comité de pilotage a défini ce périmètre, la méthode de travail, la composition des groupes de travail, un cadrage du contenu des groupes de travail. Et on vient de lancer au mois de janvier les 5 groupes qui regroupent chacun une trentaine de participants de tous les opérateurs de recherche qui étaient susceptibles de participer. Donc ces 5 groupes de travail ont jusqu'au mois de juin pour intégrer ce qui existe déjà en termes de programmation de la recherche, puisqu'évidemment les opérateurs de recherche, chacun de leur côté, ont aussi fait de la prospective. Donc essayer de rassembler tout ça et de regarder un cran plus loin pour voir à 5 ans, 10 ans, typiquement après les PEPR qui ont été lancés, quelles sont les thématiques de recherche, les infrastructures, les compétences qu'il faudrait développer. Ensuite, nous aurons une 3e étape après l'été, enfin pendant l'été, après l'été, pour reprendre tout ça et arriver à ce livre blanc que j'évoquais tout à l'heure, qui sera présenté de manière publique et discuté de manière publique. Ça, c'est le calendrier. Les 5 groupes de travail sont copilotés par des acteurs, des différents opérateurs de recherche. Là, il manque des noms, c'est parce que ça a évolué très récemment. Chaque groupe de travail a à produire un document cible d'ici le mois de juin, avec un certain nombre de missions qui ont été données aux copilotes. C'est tout à fait habituel comme mode de travail. La seule chose qui est importante dans cette diapositive, c'est la question des consultations. 30 personnes par groupe de travail, ça permet d'avoir une couverture assez significative des différents opérateurs et des différentes thématiques, mais évidemment, ça ne fait pas le tour de la question. Et donc la façon dont les groupes de travail questionneront, interrogeront un certain nombre d'experts est un élément fondamental dans le fonctionnement global. Et chaque groupe de travail, pour terminer, a la même trame en termes d'objectifs de rendu pour juste avant l'été. Donc c'est des éléments assez classiques, la définition des concepts, l'état des lieux en termes de prospective, d'acquis scientifiques, de programmes de recherche existants et planifiés. Et puis le cœur, c'est les questions scientifiques qui devront être traitées, avec évidemment l'identification des forces-faiblesses, et comme je l'évoquais, la question des infrastructures, des compétences et des collaborations. Je pense que je vais m'arrêter là, et je peux répondre éventuellement à des questions. Peut-être Franck va présenter. Oui, c'est mieux peut-être que Franck parle. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci Evelyne pour l'opportunité, Chantal également, l'opportunité de venir partager avec vous. Thierry vous a présenté très largement les grandes missions, donc je ne vais pas revenir dessus.
Peut-être simplement là-dessus les particularités de l'agence santé. On est dans un domaine qui est particulièrement anthropique en matière de recherche, que ce soit dans les ONR, que ce soit dans les universités ou dans la recherche dans le soin. Donc une des premières étapes a été de pouvoir structurer, fédérer l'ensemble de ces acteurs. Je pense qu'on a à peu près réussi cette première étape-là. Vous voyez la diversité du comité des partenaires. On y a ajouté évidemment toutes les agences qui génèrent, qui évaluent et qui financent de la recherche en santé. On a aussi souhaité un lien fort avec le monde socio-économique et notamment les industriels des produits de santé, toutes les dimensions thérapeutiques, diagnostiques, numériques, etc. On a mis en place, et ça a été un peu la particularité dès le départ de l'agence santé, pour gagner en vélocité, en agilité, un bureau exécutif où on a souhaité une représentation de la recherche dans les universités, une représentation de la recherche dans le soin, avec 2 vice-présidents, en plus du président qui est donc le PDG de l'INSERM, Didier Samuel, avec donc Régis Bordet, président de l'Université de Lille, et Nicolas Revel, le DG de la PHP. On a eu un certain nombre de programmes à construire avec un certain nombre de lettres de mission spécifiques, en plus des 3 ou quelques programmes qu'on devait remonter les uns et les autres pour la mi-juillet. Et en l'occurrence, quelque chose qui préexistait à l'agence et qu'il a fallu faire atterrir, qui était le grand programme France Vaccin, une lettre de mission qui prévoit un budget d'environ 100 millions d'euros pour en fait redonner à la France une position à l'international sur la vaccinologie et qui va des candidats vaccins en émergence jusqu'à la démonstration d'apport de valeur clinique pour être en capacité soit à ce que des États achètent ces candidats vaccins, soit à ce que des industriels achètent ces candidats vaccins. On a là-dessus passé les premières étapes. Évidemment, dans le contexte actuel, on est toujours en attente d'une décision politique de financement. On a nommé là-dessus comme directeur de programme Eric Kemener, que certains connaissent dans la salle, qui va donc être en charge de diriger ce programme France Vaccin et qui doit s'interfacer évidemment aussi avec le Biocluster et avec un certain nombre de structures comme l'ANRS et MIE. Dans les thématiques que nous avons priorisées et qui ont fait remonter les 3 premiers programmes, on a un portefeuille actuel de programmes, puisque en fait, à l'issue d'un travail mix entre du bottom-up et du top-down, on n'est pas complètement sur du top-down comme en tout cas on doit le mettre en œuvre à présent. On avait fait remonter 7 programmes qu'on considérait comme prioritaires, qui étaient médecine interventionnelle et chirurgie du futur, conséquences neurocardiovasculaires des maladies métaboliques et notamment du diabète, maladies rares, conséquences au long cours des rechutes dans le cancer, et enfin les 3 programmes que vous avez là, donc maladies neurodégénératives, maladies chroniques inflammatoires et transplantation. On pourra rentrer dans les détails si les thématiques vous intéressent un peu plus en profondeur. On a un autre programme qui n'est pas du tout dans le cadre de France 2030, mais qui se trouve être dans le cadre du projet de loi sur la fin de vie, où il nous est demandé en fait de renforcer la connaissance du territoire sur les enjeux des trajectoires et des parcours de soins en fin de vie, donc inégalité de santé, hors les murs, dans les EHPAD, en soins palliatifs à la maison, l'anticipation de rentrer dans ces parcours de soins, la prise en charge de la douleur, quelle qu'elle soit. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un programme très particulier qui est uniquement basé sur des appels à candidature et la constitution de consortia. Et enfin, un dernier programme qu'on est en train de construire actuellement avec une lettre de mission dédiée sur un programme de recherche en prévention qui serait doté d'environ 50 millions d'euros, qui s'inscrit dans la stratégie d'accélération prévention. Donc cette stratégie est dotée de 170 millions d'euros, 20 millions d'euros opérés par la DGE qui est un recyclage du plan DM pour le diagnostic et la réindustrialisation du diagnostic sur le territoire, 100 millions d'euros pour l'AIS avec comme opérateur la BPI, donc pour financer des dispositifs médicaux et démontrer la valeur sur le territoire ou sur les territoires d'approche en prévention.
Et enfin, donc 50 millions d'euros pour la recherche en prévention. On a là-dessus, a priori, on va partir sur, en transversal, une approche sur tous les déterminants de santé, donc exposomes, déterminants environnementaux, déterminants sociaux, déterminants comportementaux. Une approche sur la base des déterminants déjà identifiés, de l'interventionnel directement sur le terrain et démontrer le ROI de cet interventionnel. Et en vertical, des situations de vulnérabilité, petite enfance, adolescence, donc on va des 1000 premiers jours jusqu'à la fin de l'adolescence, perte d'autonomie chez la personne âgée, et également dans des situations de vulnérabilité comme l'addiction, le cancer et les maladies respiratoires. Voilà, et puis après, il y a tout l'aspect qu'on est en train de mettre en œuvre maintenant sur cette deuxième phase, sur la capacité prospective, la capacité aussi à se positionner par rapport à l'ensemble des territoires Europe, le renforcement aussi des financements, que ce soit en financement européen, en financement partenarial industriel. Voilà. Il y a tout cet aspect-là. Et Thierry l'évoquait aussi dans la conception même des programmes nationaux de recherche, je ne sais pas si on va continuer à les appeler PEPR, mais sur justement aussi des trajectoires stratégiques de valorisation des données de santé en ce qui concerne la santé, des enjeux réglementaires, etc. Donc il y a tous ces aspects-là aussi qu'on va adresser. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que j'en ai terminé. Oui, le reste, c'était... voilà. Merci beaucoup.